Allez, premier invité de la matinée, je l'ai appelé très tôt, Alain Falinto ce matin. Salut Alain, comment tu vas? Ça va, merci. Bon, Bonjour Nicolas. merci d'être là. En tout cas, cher Alain, toi, tu es en Allemagne. Alors, tu nous fais un duplex de l'Alain, parce que tu vis en Alors Allemagne, non, partie de l'année. là je suis en France, Ah, mais mais tu es en France, voilà, parce que quand je te reçois, tu es à l'autre bout de l'Allemagne, mais là, tu es en France ce matin. Alors, je te présente entrepreneur et conseiller économique et surtout auteur du livre Achetez-le, 30 ans après Maastricht, sortir de l'Europe aux éditions Riposte Laïque. Vraiment, c'est un livre passionnant. On t'avait reçu pour ce livre-là. Moi, je vous invite à le lire, hein, vraiment, parce que ça vous permet, vous le savez, de structurer l'idée et de se rendre compte aussi des choses. Mais ce matin, je t'ai invité parce que, comme tu vis la plupart du temps en Allemagne, je voulais savoir où on en était en Allemagne avec la révolte des agriculteurs allemands. Parce qu'on n'en parle pas du tout en France, hein, ou très peu, même pas du tout pratiquement. Voilà. Alors déjà, il faut dire que la situation des agriculteurs en Allemagne n'est pas du tout comparable à celle des agriculteurs français. D'accord. L'Allemagne est composée majoritairement de très grosses exploitations qui dépassent très souvent 200 hectares. Et l'Allemagne est un pays qui est parfaitement préparé administrativement pour collecter les aides de la politique agricole commune, ce qui n'est Mmh. pas le cas de leurs équivalents, de leurs homologues français. Mmh. Donc le problème en Allemagne est un problème purement fiscal. Mmh. C'est-à-dire que le gouvernement allemand leur a sucré une exemption sur une nouvelle taxe sur le diesel et sur le matériel agricole, sur les Ouais, véhicules le fameux agricoles. GNR, hein, Alain. Le fameux GNR. Oui. Mmh. Mais alors, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, pourquoi Scholz peut pas supprimer cette taxe? Parce que Mmh. c'est pas lui qui décide. Cette Ah taxe, bon? elle est européenne. Ah, mais oui. Et Ah, mais oui, oui. Oui. et oui, c'est ça. C'est l'Union européenne qui a décrété qu'il fallait monter en charge sur la fiscalité sur le diesel, y Mmh. compris pour l'agriculture. Et y compris pour l'armée, contrairement à ce qu'on pense. L'armée n'est pas exclue du tout des Green Deal, des choses comme ça. Ouais. Il arrivera un jour, on te dira qu'il faut des chars électriques, ça viendra. Ah ouais. Il y a des fous qui te parlent en Allemagne de tracteurs électriques, de moissonneuses-batteuses électriques. Ouais. Donc Olaf Scholz ne peut pas revenir là-dessus sans entrer en conflit avec l'Union européenne. Mmh. Alors, il pourrait parfaitement sortir le carnet de chèques. L'Allemagne est un pays qui n'est pas endetté et qui pourrait parfaitement les soutenir autrement, Mmh. mais il est coincé par son frein à l'endettement. Mmh. C'est-à-dire que l'Allemagne possède dans sa constitution un frein à l'endettement qui l'empêche de générer du déficit, Mmh. sauf en période de crise. Mmh. Or, là, on sort d'une crise Covid où il a pu dépenser utiliser son droit au déficit. Mmh. Il voulait recommencer cette année, mais ça lui a été refusé par la Cour de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle. Ah oui, la Donc, fameuse cour de coincé Karlsruhe, effectivement. Ouais. Mmh. budgétairement. Il est coincé budgétairement. Mmh. Il n'arrive pas à s'en sortir. C'est le, tu voulais, c'est le golem européen que les Allemands ont créé, en fait, qui leur a échappé. C'est un Mmh. monstre qui leur a échappé et maintenant, ils commencent à en payer les conséquences. D'accord. Ok, ouais, donc c'est intéressant que tu dises effectivement que la situation des agriculteurs français n'est pas la même que celle Ah non. des agriculteurs allemands. Mais il y a quand même des mobilisations qui sont énormes, et d'ailleurs, je vois toujours des vidéos sur les réseaux allemands. Il y a encore une mobilisation non négligeable aujourd'hui. Et d'ailleurs, on s'étonne parce que les agriculteurs allemands, je pense ton contrôle, ont pu s'installer, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ont pu s'installer sous la porte de Brandebourg ou à quelques mètres de la porte de Brandebourg en plein Berlin, alors que notre Gérald Darmanin, lui, a carrément interdit l'accès à Paris, quoi. Je veux dire, il y a quand même là aussi des questions qui se posent. Alors, la différence entre la France et l'Allemagne, quand même, c'est que il est peu probable que les agriculteurs allemands se mettent à déverser du purin Ouais. sur le Bundestag, le Reichstag ou sur la porte de Brandebourg ou à brûler des pneus ou à casser des choses. C'est pour ça que Ouais. ils prennent pas un gros risque. Le repoussoir de l'Allemagne, c'est la France, d'accord? Mm. Ils ont été traumatisés par les gilets jaunes. C'est tout ce qu'ils Ah veulent ouais. pas voir. C'est tout ce qu'ils Ah ouais. veulent pas voir chez eux. Mm. Ouais. Mais maintenant, les agriculteurs allemands, il faut comprendre que l'Allemagne a décidé de les tuer il y a longtemps. L'Allemagne n'a que faire de l'agriculture. Mm. Donc, ils ont adapté leur agriculture, ils ont procédé à des concentrations. Les agriculteurs allemands ont des très grosses fermes. Ils Mm. produisent souvent, ils ont accès au crédit, un très bon accès au crédit. Ils se diversifient dans la méthanisation, dans la production d'électricité, même quand il n'y a pas de soleil. De toute façon, tout ça, c'est subventionné. En Allemagne de l'Est, là où il n'y a pas de soleil, il y a des panneaux solaires partout. Ouais. Voilà. Et souvent, ils sont plus hauts dans la chaîne de valeur que leurs homologues français. C'est-à-dire que par exemple, les éleveurs ont en même temps un laboratoire, un petit abattoir où ils produisent de la charcuterie. Ils ont très souvent un accès direct au consommateur final, ce que les petits exploitants, ce que les petits éleveurs, les petits exploitants agricoles en France n'ont pas. Eux, ils vendent sur le marché de gros.
Ah oui, ça c'est intéressant ce que tu dis. Finalement, ils sont mieux équipés, ne serait-ce que pour vendre en direct, eux, que les Oui, Français. parce C'est qu'ils ont ça? accès au crédit pour se développer, parce qu'ils sont gros. Quand, Mmh. quand, quand tu as en France, la moitié des Mmh. exploitations, je crois, fait moins de 35 hectares. Avec Ouais. 35 hectares, tu peux rien faire avec ça. Tu peux pas investir, tu peux pas te développer, tu peux à peine survivre. Tu crèves la Mmh. gueule ouverte. Mmh. Quand tu as de 300, 400 hectares, c'est différent. Là, tu peux te permettre des salariés agricoles et en général, celui qui possède la ferme consacre tout son temps à l'administratif pour Mmh. collecter, pour être sûr de bien collecter toutes les aides de la politique agricole commune et Mmh. spécialement ce qu'on appelle le deuxième pilier. Il y a Mmh. deux piliers dans la PAC et le deuxième, c'est la politique rurale locale. Donc, c'est avec les lenders allemands. Et là, Ouais. tu peux avoir beaucoup d'aides financières. Je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que c'est important qu'on sur la PAC. Concrètement, la PAC, Alain, tu peux nous en parler, rapidement, cette Oui. PAC, de manière à pour nos téléspectateurs qu'on Alors, comprenne bien de quoi on parle? alors, Parce que la PAC, c'est un acronyme de politique oui, agricole exactement. commune de l'Union européenne, hein? Alors, il faut savoir pourquoi elle a été créée, la PAC. La PAC a été créée parce que l'Union européenne a décrété qu'il y avait trop de monde qui travaillait dans l'agriculture. Mmh. Et donc, on voulait plus de bras, les envoyer travailler dans l'industrie. C'est ça l'origine de la PAC, en fait. Mmh. Donc on a décidé d'aider les agriculteurs, de les convaincre à être plus, à augmenter leur productivité. Mmh. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, petit à petit, ça s'est transformé en une espèce de monstre où on finit par payer les agriculteurs pour pas travailler. On Mmh. finit par payer les agriculteurs pour remplir de la paperasse, mais de Mmh. la paperasse à un point qu'un agriculteur français de petite taille ne peut même pas remplir ses papiers lui-même. Il faut Mmh. lui-même qu'il paye des gens spécialisés pour remplir tout ce qu'il faut. Et Ouais. là encore, inégalité entre les grosses Ouais. exploitations et les petites. Mmh. Eux, j'ai vu des grosses exploitations qui ont du personnel administratif. Ah oui. J'ai même vu pire que ça. J'ai vu en Bulgarie une exploitation de cornichons où en fait, on se donne même pas la peine de ramasser la récolte. Il n'y a que des secrétaires employés. D'accord. Ah ouais. L'unique activité de cette ferme, c'est de collecter les aides de la PAC. Voilà. Ah, c'est un bureau de collecte, en fait. Ouais, c'est un C'est bureau plus de une ferme, collecte. c'est un bureau de collecte, quoi. Exactement. D'accord. Exactement. OK. Incroyable. Ouais, donc il y a quand même une sacrée différence entre agriculteurs allemands et français. Et Clairement, autre quoi. chose Oui. importante, c'est Ouais. que on parle toujours des accords de libre-échange et tout, mais les premiers responsables de la mort des agriculteurs français et des éleveurs français, c'est la concurrence intra-européenne. C'est la concurrence des Espagnols, des Allemands et des Roumains. Mmh. Ça, faut Mmh. pas l'oublier. Hein. Par exemple, je donne un exemple. Par concurrence déloyale, si tu prends par exemple, comment les abattoirs allemands font pour maintenir leur compétitivité. Mmh. Eh bien, ils ont trouvé une feinte pour employer des travailleurs roumains et polonais à 4,50 € de l'heure. Ah ouais. Les Espagnols, eux, ils emploient des clandestins marocains. Mmh. Nous on ne peut pas faire ça. Donc, il y a une distorsion de concurrence qui est absolument énorme. Mais les Oui. premiers responsables de la mort de l'agriculture française, c'est la concurrence intra-européenne. Ouais. Ouais, parce que tous les macronistes sur les plateaux depuis une semaine n'arrêtent pas de nous dire, même le ministre Marc Fesneau, il l'a encore dit il y a 2 jours chez Bourdin, finalement, sans traiter le libre-échange, notamment, on peut parler extra-européen, ce serait la mort de l'agriculture française. Et on nous dit aussi, l'agriculture française gagne sur les exportations, mais on a quand même l'impression qu'avec la désharmonisation du droit social et fiscal, on y perd énormément. Tu l'as dit, le normatif français, le code du travail français, enfin, il n'en existe plus beaucoup, mais bon, pour ça, il en existe. Finalement, on ne peut pas lutter. C'est comme faire un marathon, c'est une image qu'on reprend souvent, un marathon avec quelqu'un de super entraîné, toi pas en forme et avec deux boulets aux pieds, quoi. C'est impossible de s'en sortir. Donc finalement, ce discours-là, il apparaît assez comme fallacieux, en Il faut quelque sorte. faire un raisonnement par l'absurde. Je veux dire, si vraiment on est les grands gagnants de tout ça, qu'est-ce que ce serait si on était les perdants? Ouais. Je veux dire, Mmh. si on a des agriculteurs qui gagnent 100 € par mois, Mmh. d'accord, qu'est-ce que ce serait si ces gens-là étaient les perdants? Alors, Ouais. ça tient pas la route. Et tu sais, pendant que je patientais tout à l'heure en antenne, je pensais à une chose. En regardant Attal et Macron, est-ce que il y a un championnat du monde qui s'appelle le championnat de air guitare? Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, 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 Ils ont oui. tous les attributs d'une rockstar. Et ils font semblant de jouer de la guitare électrique, d'accord. Il y a les championnats du monde et tout. Eh bien, c'est un peu ça, si tu veux. Mmh. Ces gens-là ont tous les attributs des décideurs. Mmh. D'accord, ils ont des costumes, Ouais. l'air contrit, l'air affligé, l'air sombre et tout, mais il leur manque juste le pouvoir, juste la possibilité d'influer sur les. C'est la ère politique, si tu veux.
Ouais, c'est ça, parce qu'on le voit bien. Et d'ailleurs, parlons-en, Emmanuel Macron, tu l'as dit, les Allemands, au milieu du Mercosur, veulent, eux, pousser pour que ça se fasse. D'ailleurs, notamment sur le volet industriel, tu l'as dit, parce qu'ils vendent des bagnoles, jusqu'à preuve du contraire, vendent plus de bagnoles que de pommes ou je ne sais quoi. Et en fait, il faut être clair aussi, le Mercosur, quand Gabriel Attal te dit en France qu'ils vont s'opposer fermement au Mercosur, enfin, ils se moquent de nous. J'ai quand même l'impression que ces gens se moquent de nous, mais effrontément, quoi. Et bien sûr, depuis le traité de Lisbonne de 2005, Mmh. la négociation des traités internationaux est du ressort et de la compétence exclusive des fonctionnaires de la Commission européenne. Mmh. C'est-à-dire que Macron n'a Mmh. pas et Attal n'ont pas leur mot à dire là-dessus. Et en plus, ça se votera à la majorité qualifiée. Même Oui. pas, il n'y a même plus de droit de veto. À Mmh. tel point que je lisais hier dans la presse une phrase surréaliste, mais vraie. Il était dit: l'Élysée croit savoir que les négociations du Mercosur vont s'arrêter. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est même pas sûr. Mmh. C'est pas. Et si tu te rappelles bien du traité, le TAFTA, traité avec Oui. l'Amérique du Nord, qui a Oui, été oui. abandonné, Ouais. Oui. les parlements n'avaient accès ni au contenu, ni aux objectifs des négociations. Mmh. C'est-à-dire que ce sont des fonctionnaires que personne ne connaît, dont on ne connaît pas les buts, qui vont revenir avec un accord, et nous, on n'aura plus qu'à l'appliquer. Mmh. Et là, il n'est pas mort du tout, le Mercosur. Il est juste en sommeil. Comme l'est Mmh. le traité, comme l'est le TAFTA, qui va revenir tôt ou tard. On a Ouais. signé avec le Canada, on a signé avec le monde entier. Ouais. Les gens vont découvrir petit à petit, et c'est ça ce qui fait peur. Derrière la crise agricole, c'est ça ce qui se cache, c'est qu'ils n'ont pas envie de nourrir le sentiment européen. Parce que quand les gens vont découvrir le nombre de traités, et Mmh. ces traités sont globaux, c'est-à-dire il n'y a pas que l'agriculture, c'est Oui, des oui. traités industriels, qu'on a des traités de libre-échange avec le monde entier, qu'on est en train de terminer ça avec l'Amérique du Sud. Mmh. Le prochain sont les États-Unis. Comment tu veux refuser aux États-Unis ce que tu as accordé au monde entier? Ouais. Mmh. Tu ne peux pas. Donc ça va revenir, ça va revenir. Oui, je pense notamment au traité du CETA que j'avais énormément suivi. D'ailleurs, c'était en juillet 2019, je me souviens très bien. On avait daigné, faire voter le parlement français, notamment sur le volet arbitrage, qui disait en somme, rapidement, pour pas rentrer dans les détails techniques, que n'importe quelle entreprise, privée, groupe privé mondialisé, pouvait porter plainte contre Attaquer un l'État et État. attaquer l'État sur un tribunal juridictionnel. Donc ça veut dire que l'État perd sa souveraineté et qui peut pas dire, pour pas dire autre chose, mince à n'importe quel pays, parce que sous peine d'être attaqué comme un vulgaire justiciable. En fait, on est chez les dingos. Et d'ailleurs, à ce jour-là, il y avait 60 agriculteurs devant l'Assemblée nationale, il n'y en avait pas plus, hein, pour le coup. Et il n'y avait même pas les écolos aussi. D'ailleurs, je me suis étonné qu'il n'y ait pas des écolos pour la signature. D'ailleurs, ça a été ratifié, hein, par les députés Ouais. français. Et ça, c'est la méthode anglo-saxonne. Et c'est ça, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ça, c'est quand les États-Unis vont revenir à la charge et Mmh. qu'on ne pourra rien leur refuser parce qu'on a besoin de leur gaz. Mmh. Voilà. Et là, ils vont imposer leurs normes, parce que c'est Mmh. ça dont on parle pas, les normes. Mmh. Ils imposeront leurs tribunaux d'arbitrage. Ah, Mmh. ok. L'arbitrage, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué en Europe. C'est pas dans notre culture, l'arbitrage. Nous, quand on a des contentieux, on Mmh. va en justice avec Ouais. des juges. L'arbitrage, c'est comme une justice privée. On Mmh. n'est pas habitué à ça. Mmh. Donc ils vont nous manger. Ils vont nous Mmh. manger, nous imposer leurs normes et leur juridiction. Mmh. Oui, parce que finalement, d'ailleurs, on peut en parler, mais sur le marché européen de l'énergie, c'est pareil. Je veux dire, les agriculteurs, je suis convaincu qu'ils en souffrent énormément dans leur exploitation. Pareil, il n'a pas été question, regarde dans les annonces, de sortir du marché européen de l'énergie, ce qui automatiquement engendrerait une baisse significative des charges. Enfin, tout ça est une escroquerie, mais sans nom, quoi, et sans Oui. fond. Alors, c'est intéressant que tu parles du marché européen de l'énergie, parce que de Mmh. toute façon, on ne peut pas en sortir de manière unilatérale. Mmh. Soit la soi-disant grande victoire française qu'annonce Bruno Le Maire se traduit par une augmentation immédiate de 10% de vos factures d'électricité, Depuis hein, hier. depuis hier. Qu'est-ce que c'est que ces 10%? Ce ne sont pas des 10% qui correspondent à des coûts de production français. Mmh. C'est une taxe européenne. C'est indirectement une taxe européenne. C'est ce qui reste de l'indexation sur le gaz. Et Mmh. c'est là où on revient à l'Allemagne. Pourquoi on en est Oui. là? Mmh. Pourquoi? Parce que l'Allemagne avait un plan. L'Allemagne avait un plan. Alors là, les gens parlent de complot. Là, c'est vraiment un complot au sens littéral du terme, au sens Ouais. du dictionnaire. Une volonté secrète de nuire à quelqu'un. Ouais. L'Allemagne avait comme plan de devenir le distributeur de gaz russe de toute l'Europe à Mmh. travers les Nord Stream. Mmh. Oui. Et donc, ce contrôle total de l'énergie de l'Europe passait par la destruction du nucléaire civil français. Mmh.
Alors là, c'est pas la peine de crier au complotisme, hein. Et là, il y a l'école de guerre économique, Mmh. c'est quand même quelque chose de Oui. sérieux, Mmh. qui, en juillet 2023, a sorti un rapport d'une trentaine de pages disponible sur Internet, dont le titre est le suivant, hein, Ingérence des fondations politiques allemandes et sabotage de la filière nucléaire française. Ça Ah peut pas oui. être plus clair. Ça peut Ouais, pas être ouais, plus ouais. clair. Donc, il y décrit comment des fondations pseudo-humanistes et écologistes allemandes, comme la fondation Rosa Luxembourg ou des trucs comme ça, financées à coût de centaines de millions d'euros chaque année par l'État allemand, Ouais, ouais. n'ont pour comme unique fonction que de détruire le nucléaire français, ainsi qu'en agissant en Afrique pour nous priver de l'approvisionnement en uranium. Mmh. Donc, normalement, si on était défendu par des gens dignes de ce nom, l'ambassadeur d'Allemagne aurait dû être convoqué. Mmh. C'est le Oui. minimum, c'est le minimum. Mais non, ils préfèrent regarder ailleurs, comme s'il Ouais. ne se passait rien. C'est absolument dingue, c'est effrayant, hein, ce qu'on apprend et heureusement qu'il y a des gens comme toi et des médias comme nous aussi pour pouvoir donner ces informations-là. C'est très bien. En tout cas, merci. Apparemment, vous êtes très, très nombreux, hein, sur, le live ce matin. Beaucoup de monde. Merci. Continuez à partager, à liker. Parlez-en à vos amis. Partagez-moi ce lien du live partout où vous pouvez. Comme ça, on est de plus en plus nombreux et merci. On a passé les 100 000 abonnés sur la chaîne, donc vraiment un grand merci à votre fidélité et à votre bienveillance, chers amis. On est ensemble, il est 7h50, on va continuer avec Alain Fanento d'envoyer du lourd ce matin. Désolé pour la trivialité de l'info, mais c'est vraiment ça aussi c'est pour ça qu'on est là, bien entendu. Allez, on continue là-dessus. Mais alors, revenons à nos agriculteurs, nos chers agriculteurs allemands. Tu m'as dit, l'Allemagne, ils sont contre-fous, parce que c'est ça, ils sont contre-foot, mais ils sont toujours dans la rue, ils sont toujours en train d'être mobilisés. Qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Olaf Scholz va être fragilisé, mon cher Alain, ou est-ce qu'à un moment donné, ils vont leur donner un petit sucre, un petit biscuit, et tout le monde va rentrer à la maison dans les grosses exploitations, coupées du canard en tranches, emballées par des Polonais, quoi? C'est exactement ça. Non, D'accord, ok, bon. Olaf Scholz se contrefout, l'Allemagne se contrefout de l'agriculture, d'accord? Ce qui Ouais. l'intéresse, c'est de signer le maximum d'accords de libre-échange pour son industrie. C'est l'industrie qui commande l'Allemagne. Ce sont les industriels. C'est le patron de Volkswagen qui commande. C'est pas Olaf Scholz. D'accord. Donc l'agriculture, elle est juste une variable d'ajustement. Donc Mhm. ils vont trouver un moyen de leur donner un petit quelque chose pour compenser cette taxe. Ou alors l'Europe acceptera de pas taxer ce diesel, de la suspendre pendant quelques mois. Ça va se passer comme ça et ils vont rentrer gentiment, faire travailler, comme tu dis, leurs salariés roumains à 4,50 € de l'heure. Ouais. Mais Incroyable. la peur de Scholz, c'est que les Allemands découvrent aussi qu'il est comme Macron, c'est-à-dire qu'il a Ouais. la main sur rien. Ouais. Et la vraie peur de Scholz, il est confronté à deux problèmes. Mhm. Le crépuscule de son modèle économique, Mhm. d'accord, sur la prédation, ce modèle qui a été mis en place par Gerhard Schröder. Faut oublier qu'en l'an 2000, je me souviens très bien, l'Allemagne, on l'appelait l'homme malade de l'Europe. Mhm. On a Ouais. oublié parce que ça fait 25 ans, c'était un pays avec un chômage à 2 chiffres, des problèmes après la réunification, problèmes de productivité. Bon, Gerhard Schröder est arrivé et en massacrant les chômeurs, parce que c'est ni plus ni moins que ça, avec ce qu'on appelle les lois Hartz. Oui, les lois Hartz, mais Les lois oui. Hartz, Et voilà, alors qu'ils sont appliqués en France au fur et à mesure, hein. voilà, Voilà. les lois Hartz, c'est ni plus ni moins qu'un massacre des chômeurs en fin de droit qu'on fait taffer pour 2 € de l'heure. Voilà, c'est ça, Mhm. les lois Hartz. Bon. Alors Ouais. évidemment, ça finit par porter ses fruits. Parce que l'Allemagne est un pays riche, mais les Allemands pas tant que ça. C'est Mhm. ça qu'il faut savoir, quoi. Quand tu commandes une pizza, c'est très souvent qu'elle est livrée par un retraité de plus de 70 ans. Ouais, c'est dingue parce que tu nous l'as déjà dit, Ouais, mais Alain, mais c'est c'est horrible, dingue, ouais. c'est C'est dingue. épouvantable. Moi, Ouais. je leur demande, pourquoi vous faites ça? Parce que ça complète ma retraite. Alors, voilà, une dame de 75 ans qui livre des pizzas de restaurant à des gens pour compléter sa retraite. C'est ça Ouais. l'Allemagne, quand même. Ouais. Donc, le problème de Scholz, c'est de maintenir ce modèle basé sur la prédation et sur l'exportation. C'est un pays tout entier orienté vers la production industrielle. Depuis l'éducation des gens jusqu'à l'accès, jusqu'au système bancaire, tout est axé sur la production et la génération Mhm. d'excédents commerciaux. D'accord. C'est l'excédent commercial de quelqu'un et le déficit d'un autre. C'est un jeu à somme nulle. Donc jusqu'à maintenant, ça s'est fait au détriment principalement des pays du sud de l'Europe, Ouais. mais ils ont réussi l'exploit d'avoir un excédent commercial avec la Chine et les États-Unis, y compris avec la Chine. C'est peut-être le seul pays au monde qui avait jusqu'à maintenant un excédent commercial avec la Chine. Ah ouais. Le vrai atelier du monde, c'est pas la Chine. Mhm. C'est l'Allemagne, mais c'est pas sur les mêmes produits. Ce sont des produits sur les machines-outils, sur des produits à forte valeur ajoutée. Ouais. Or, ce modèle arrive en fin de course pour deux raisons. Le problème, c'est que les Chinois vont eux aussi se mettre à produire des machines-outils.
hein. Ils n'ont plus envie de se cantonner à produire des chaussettes et des objets à faible valeur ajoutée. D'accord, ok. Voilà. Et deuxième chose, le coût de l'énergie qui vient pénaliser l'industrie allemande terriblement, le coût du gaz. Et donc, ils essayent de faire durer ce système le plus possible. Ouais, Parce que ouais, ouais, ouais. un super tanker, hein, tu peux pas changer une stratégie qui a duré qui a marché pendant 25 ans, tu vas pas la changer en une semaine. Ouais. Donc c'est ça le problème de l'Allemagne. Et le deuxième problème, c'est la montée de l'AfD. Ah oui, alors je veux qu'on en parle. Prenons 3 minutes pour en parler, l'AfD. Explique-nous ce qu'est l'AfD. Alors, Explique-nous ça, Alain. l'AfD, c'est le parti. Bon, la politique allemande est contrôlée par deux grands partis, enfin trois maintenant, qui sont Ouais. CSU, SPD, dont est originaire Olaf Scholz, et les Verts. Ces trois-là sont incontournables, d'accord. On ne Ouais. peut pas faire une coalition sans eux. Mais maintenant, il y a l'AfD qui est la droite nationaliste allemande. Alors, est-ce que c'est de l'extrême droite au sens où nous on l'entend? Alors, on la compare au Front National? Non. Le Front National est un parti parfaitement ordinaire. Maintenant. Ça n'a rien Ouais. à voir. L'AfD, vous voulez, c'est un parti qui a les mêmes problèmes que le Front National des années 80. C'est quand tu Ouais. crées un parti comme ça, tu draines en queue de comète les gens que tu n'as pas envie forcément d'avoir avec toi, c'est-à-dire alcoolo néo-nazis, des Ouais. types qui se déguisent en Waffen-SS pour faire Ouais. des Ouais. reconstitutions de camps de Ouais. concentration. Ouais. Bon, Ouais. c'est ça le problème de l'AfD. Mais il est D'accord, ok. dirigé par une femme qui est très intelligente, qui s'appelle Alice Weidel et Mm. qui essaie de dératiser un petit peu. Donc c'est vraiment le Front National des années 80, tu vois, ce sont les mêmes problèmes. D'accord. C'était des marginaux jusqu'à maintenant, mais Mhm. maintenant ils sont très puissants. Alors ils sont très puissants pour deux raisons. En Ouais. Allemagne de l'Ouest, à cause des problèmes migratoires, Mhm. parce que là, quand on parle de grands remplacements, alors quand tu vis en Allemagne, tu l'as sous les yeux. Ils sont déjà grands remplacés, les Allemands. Mhm. Il n'y a plus d'Allemands. Il n'y a plus d'enfants allemands. Il n'y en a plus, tout simplement. Mhm. D'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. Et en Allemagne de l'Est, c'est de la jalousie. C'est-à-dire que la réunification n'est pas terminée. Ces gens se considèrent comme des citoyens de seconde zone. Alors eux, ils ont pas de problème d'immigration, mais ils ont un ressentiment. Et donc, D'accord, ok. ils votent pour l'AfD. Hmm. La question que j'ai envie de te poser, cher Alain, là-dessus, c'est que c'est le problème aussi, je vais faire rapide, mais on voit bien notamment que le RN, que Reconquête pour Zemmour et Bardella sur la question de l'Union européenne, ils sont contre tout ce qui se passe, mais ils ne veulent pas en sortir. C'est la question que j'ai envie de te poser pour terminer, il reste encore 2 minutes, 2, 3 minutes. La question que j'ai envie de te poser pour l'AfD, est-ce que l'AfD pourrait avoir, elle aussi, quelque part, une inclinaison à faire du mélonisme, de Giorgia Meloni qui est arrivée au pouvoir en Italie, qui avait promis aux Italiens l'arrêt de l'immigration, l'Union européenne, enfin contrer l'Union européenne et qui finalement fait comme les autres, hein, littéralement en s'agenouillant devant von der Leyen, en s'agenouillant devant l'OTAN, en s'agenouillant devant Biden, en s'agenouillant devant Zelensky. C'est ça la réalité ou pas? Est-ce que c'est à craindre en Allemagne, l'AfD? Alors, moi, c'est pas une crainte particulière, mais c'est la Ouais, crainte de Olaf Scholz, c'est sûr. Parce que l'AfD, dans son programme, il y a un référendum sur la sortie de l'Union européenne. C'est ça d'accord. ce qui inquiète. S'ils sont incontournables dans une coalition, comment tu veux refuser le référendum? Et on ne sait Mm. jamais ce qui peut arriver. On ne sait Mm. jamais ce qui peut arriver. Ouais, ouais, ouais. Et là, ce serait différent parce que Mélanie, elle est tenue par la Banque centrale européenne. De toute façon, on savait exactement ce qu'allait arriver. Mm. Elle allait se mettre à genoux et c'est tout, comme tous les autres avant elle. Parce que quand on n'a pas les finances, on peut pas, on peut pas, disons, faire le petit coq. Voilà. Alors qu'en Allemagne, ce serait différent. Ce serait différent. Si vraiment il y avait un référendum et que par malheur pour eux, la réponse était oui à la sortie, qu'est-ce qui se passerait? Je n'entends plus, Nicolas. Pardon, c'est moi, pardon, c'est moi qui parle, qui me coupe mon micro et qui parle, c'est compliqué de m'entendre. Oui, oui, c'est intéressant parce que ça veut dire finalement, est-ce qu'une dernière question là-dessus, Alain, est-ce que à la faveur de ces crises-là et des dissimulations que met en place le gouvernement allemand, tu l'as dit, tu l'as très bien expliqué, est-ce qu'il y a en Allemagne peut-être un sentiment de plus en plus europhobe qui est en train de monter ou pas, selon toi? Oui, c'est un sentiment qui est moins fort qu'en France, hein, Mmh. dans d'autres pays, mais qui monte, oui, très clairement. Les gens commencent à prendre conscience de l'aspect nuisible de cette structure supranationale. Ouais, Il y a ouais. espoir, il y a espoir. Ouais, ouais, ouais. D'accord, ok, bah c'est intéressant de faire ça. Est-ce qu'il peut y avoir, il pourrait y avoir donc effectivement ce sentiment qui monte de plus en plus. Mais comment l'Allemagne pourrait l'endiguer? Du moins, le gouvernement Olaf Scholz pourrait-il l'endiguer? Parce Eh que, ben, ils le font à travers l'organisation de manifestations monstres, euh, avec comme excuse le retour de la peste brune. ah oui, On fait il y a une semaine à peu près. Des ouais, manifestations de millions de personnes, le retour du fascisme, alors qu'en fait, c'est de l'anti-européisme.
D'accord, donc tout ce qui est finalement contre l'Union européenne est C'est tourné comme fasciste. ici, Oui, comme le retour de la droite extrême, des agents étrangers aussi, parce qu'on a cette idée de l'agent étranger. Hein. Se bien rappelle sûr. qu'il y avait RT France ici, ils étaient accusés d'être l'agent étranger Oui. poutiniste qui essayait de saper les fondations du pays en portant des voix dites françaises qui critiquaient la Macronie, parce que c'était un peu l'argumentation qui était autour de ces chaînes-là. C'est amusant parce que les agents étrangers, c'était l'argument des communistes soviétiques Ouais, pour justifier que le système ne fonctionnait pas. C'est qu'il y avait pas, c'est pas que ça fonctionnait pas, c'est qu'il n'y avait pas assez de communisme à cause justement des agents étrangers qui, la cinquième colonne qui sapait l'édifice de l'intérieur. Et bien maintenant, c'est d'accord. la même chose, c'est les mêmes arguments. Il n'y a pas assez d'Europe. L'Europe Ouais. dysfonctionne parce qu'il n'y a pas assez d'Europe et à cause de la cinquième colonne qui sape tout depuis l'intérieur. Mmh. Et c'est toujours la même argumentation, effectivement, par rapport en Allemagne. C'est intéressant de faire ce parallèle, chers amis, ce matin. Et merci d'être si nombreux ce matin, de faire ce parallèle entre ce qui se passe en France et en Allemagne, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, il y a des peuples, en fait, qui prennent conscience aussi de ce qui se passe. Et vraiment une dernière question, parce qu'on attend, en fait, Alain est là, et merci Alain de tenir, parce qu'on attend que notre autre invité se connecte actuellement. Et c'est toujours intéressant, parce qu'on peut développer un peu plus, bien entendu. Finalement, on se rend compte qu'à la faveur de cette crise des agriculteurs, c'est le cas en France. J'ai la faiblesse de penser qu'en France, cette crise des agriculteurs a aussi ouvert les yeux de certains Français sur la nocivité de cette Union européenne qui est absolument non démocratique. Mais ça, je le dis en permanence, je ne me cache jamais. Est-ce qu'en Allemagne, ça peut être le cas, Alain? Est-ce que peut-être qu'il y a des gens qui, au fur et à mesure de la crise économique, de la crise des agriculteurs, comprennent que finalement, l'Union européenne, même si elle était en faveur de l'Allemagne, il ne faut jamais l'oublier tout de même, le dire tout le temps, Oui. eh ben, il y a ça aussi, cette prise de conscience. Oui, il faut le dire, ils sont les grands gagnants. Donc, pour Oui. l'Allemagne, ce qui compte, c'est le taux de chômage. Mm. Si le taux de chômage commence à grimper, et donc si l'Allemagne rentre en récession, là, le sentiment anti-européen va se développer très fortement. Mm. L'Allemagne ne peut pas être un pays qui ne peut pas supporter les déficits et le chômage. Mm. Tout l'inverse de nous. Quoi. Tu vois, on vit lové dans les déficits et dans le chômage depuis des décennies. Disons qu'on s'est habitué à la dèche, quoi. Ouais. Alors que les Allemands, pas du tout. Pour eux, c'est la catastrophe. C'est Ouais. catastrophique. C'est inconcevable même. Et ça veut dire qu'on pourrait avoir un sentiment de Deutschland finalement. On a eu le Grexit, le Frexit et maintenant le Deutschland. Bon, Dupont-Aignan parle de Bruxit, lui, littéralement, mais il y a ou un Bruxit, je sais pas, c'est possible ou pas. Ça pourrait devenir suffisamment fort, parce que j'imagine qu'en Allemagne, il y a une partie de la population qui veut sortir, mais est-ce que ça Très peu. pourrait? Pour Ouais, très moi, peu. pas. Très Très peu. peu. Très peu. Je connais personne vraiment de mon entourage qui pense comme ça. Ouais. Personne. D'accord. Mais tu sais, Merci. comme le montre Nassim Taleb, que tu connais peut-être, qui a fait toute une étude sur les événements extrêmes. Ok. Hein, les structures politiques qui explosent n'explosent jamais par où on pense, ni D'accord. quand on pense. Ouais. Et rappelle-toi que quelques mois avant son explosion, tous les rapports des services occidentaux disaient que l'URSS durerait encore 50 ans. Ouais, ouais. Oui, oui, je suis bien d'accord avec toi en tout cas. Bon, mais merci, mon cher Alain, de nous avoir éclairé ce matin avec ce franc-parler et cette perspicacité qui te tient. Alain Falinto, entrepreneur et conseiller économique, auteur du livre 30 ans après Maastricht, sortir de l'Europe, aux éditions Riposte Laïque, chers amis. Allez, on continue notre matinée. Merci Alain Falinto, on nous souhaite une excellente journée, cher Alain. Voilà, et on va parler maintenant, chers amis, on va parler de